dis un mot de bienvenue pour ces troisièmes rencontres professionnelles. C'est la troisième fois effectivement qu'on organise ces rencontres au Festival d'Histoire de l'Art. Et cette année, on a choisi le thème qui était aussi celui du festival, le climat, en voulant questionner l'engagement durable et éco-responsable dans les domaines de l'histoire de l'art et du patrimoine. Alors après cette conférence, cette table ronde plutôt, vous pourrez également assister à 2 ateliers. Alors c'est le principe du festival, tout a lieu en même temps, donc il faudra faire des choix. Un atelier à 16h30 sur l'engagement pratique et les conséquences de tournant durable dans les institutions culturelles, avec Marguerite Courtel, Misty Mondeville et Hélène Vassal, qui aura lieu ici, donc à 16h30 dans la même salle, donc ça c'est bien, vous pouvez rester sur place. Ou bien, si vous vous déplacez, vous pouvez aller à la médiathèque dans la grande salle, également à 16h30, pour un atelier sur les institutions culturelles face au risque de l'eau, avec Marie Courcelot, Marie-Lise Marguerite et Thierry Zimmer. Donc voilà le programme. Et puis, alors ça c'est en même temps que nous, mais je vous signale quand même, l'École du Louvre organise aussi, dans le cadre de sa carte blanche, des tables rondes autour de la question du patrimoine et de la transition climatique. Donc un premier atelier qui a lieu à 15h sur les expositions temporaires, une espèce en voie de disparition. Également à 16h, quartier Henri IV, chantier des collections vers des pratiques plus responsables. Voilà. Alors pour la table ronde qui nous occupe, cette séance inaugurale, on va parler engagement durable et éco-responsable dans les domaines de l'histoire de l'art et du patrimoine, avec 3 intervenants que je vais présenter rapidement. On aura justement l'occasion de revenir sur leurs actions, donc je ne rentre pas trop dans le détail. Anne Bourgès, qui est docteur en géosciences, spécialisée dans la conservation de la terre crue et de la pierre. Elle est ingénieure de recherche au ministère de la Culture depuis 2008. Elle a d'abord travaillé au LRMH, puis au C2RMF où elle travaille actuellement. Elle est habilitée à diriger des recherches en sciences des matériaux depuis 2017 et secrétaire générale d'ICOMOS France depuis 2021. Mais elle dirige donc 2 groupes de travail sur le climat et le patrimoine culturel, et donc notamment au sein d'ICOMOS France. Manuelle Lejeune nous vient du Théâtre de Liège. Elle est diplômée de Sciences Po en management de politique culturelle. Je regarde parce qu'on n'a pas eu le temps de je vérifie que je ne me trompe pas. Elle est responsable de la stratégie développement durable du Théâtre de Liège et chargée du projet européen Stages, dont on a parlé, depuis septembre 2022. C'est ça. Et Bruno Girvaud est historien de l'art, conservateur général du patrimoine, directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille et du musée de l'Hospice-Comtesse, à Lille également. Depuis 2013 et également très engagé dans les questions de transition écologique. Alors, le climat, c'est le thème qui nous anime pendant ces 3 jours, énormément de sujets, et on va sans doute pas tous les balayer lors de cette table ronde. Et bien sûr, on va sans doute évoquer les questions de sobriété énergétique, technique, numérique, l'apaisement des rythmes de production, les questions de coopération entre individus, structures, territoires, le travail sur la proximité, mais aussi on va parler de la capacité de la culture à transformer les imaginaires pour représenter autrement le vivant, la terre, agir sur la désirabilité, lutter contre l'éco-anxiété. Peut-être que vous avez vu la conférence de Bassemet tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça a permis de lutter contre l'éco-anxiété. Et donc on va... Non, ça faisait du bien, oui, ça fait du bien. Et donc on va voir comment les projets culturels peuvent être des vecteurs de transition. Je regagne ma place pour jouer mon rôle de modérateur. Et donc vous avez compris que nos 3 intervenants viennent d'horizons très différents. Un musée, le théâtre, quelque chose qui concerne plutôt le patrimoine bâti, donc on est sur des sujets un peu différents. Et donc j'ai essayé de faire émerger des thématiques qui me semblent croiser leurs sujets communs. Et donc la première thématique que j'aimerais évoquer avec vous, puisque vous êtes tous les 3 très investis dans cette question d'évolution des institutions culturelles pour la transition écologique, comment est-ce que vous menez ce changement vers la transition écologique? Qu'est-ce que vous avez mis en place, chacun, chacune, pour modifier les pratiques au sein de vos institutions ou de vos communautés respectives? C'est la première question que je vais vous adresser à tous. Et peut-être qu'on peut commencer avec Anne, en évoquant peut-être le groupe de travail ICOMOS, climat et patrimoine culturel, pour peut-être ça va nous permettre de mieux comprendre ce que vous faites aussi,
Et donc, je vous propose de nous expliquer comment elle fait ce cours, comment elle s'organise, quels sont ses objectifs. Volontiers, donc merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui déjà. Alors je vais vous parler un petit peu du groupe ICOMOS et puis aussi des activités du ministère de la Culture et du C2RMF aussi en particulier, parce qu'en effet tout se rejoint et le but de travailler sur la transition écologique aussi, c'est de regrouper les forces, c'est de regrouper, d'avoir une certaine cohérence et cohésion dans les actions qu'on mène à différentes échelles justement et dans différents groupes, puisque on a une mode de faire des groupes de travail, justement. Donc il y a une multiplication des groupes de travail et l'importance de ces groupes de travail, c'est d'arriver à un moment donné à se fédérer, justement, et d'aller tous un peu dans la même direction, sans tout démultiplier à chaque fois. Je pense que c'est quand même important. Alors le groupe ICOMOS, ICOMOS qui est une ONG, une organisation internationale, qui a fait la demande via son président, qui est un architecte en chef des monuments historiques, Jean-François Lagneau, donc, qui a quitté, démissionnaire en 2021, de monter ce groupe de travail spécifiquement lié aux impacts du changement climatique et dans une demande qui est très actuelle, qui est celle des architectes, donc des professionnels du patrimoine, du terrain, qui faisait vraiment émerger une urgence justement sur la transition énergétique notamment, donc comment adapter les bâtiments, la réhabilitation de ces bâtiments face à la transition énergétique, et d'être un peu proactif côté français pour mener un peu cette barque et mener ce réseau professionnel vers une réflexion et puis surtout sur un aboutissement, parce que c'est pas tout de réfléchir, il faut après arriver à concrétiser l'essai et concrétiser sur des points précis. Donc on a monté ce groupe ICOMOS justement, qui est un groupe de professionnels, et on est dans les rencontres professionnelles, donc ça se corrobore bien, parce que la force de ce groupe-là, c'est qu'il se compose uniquement de professionnels du patrimoine, qui ne sont pas uniquement des architectes, qui sont des paysagistes, des urbanistes, des conservateurs, des restaurateurs, des entreprises également, qui font partie de ce groupe de travail, des universitaires, des chercheurs. Et c'est cette multiplicité des profils et cette pluridisciplinarité qui crée aussi la force de ce groupe et qui a créé une réflexion donc, depuis 2 ans maintenant sur ce thème. En parallèle, il y a d'autres initiatives, notamment on développe les mêmes structures, un peu les mêmes communions de pensée au C2RMF autour de la recherche, de la restauration, justement, et de la conservation, pour essayer donc de joindre et de créer une cohérence autour de cette thématique et également de la transition écologique, donc qui peut aborder plusieurs thèmes très, très divers. Et puis également au sein du ministère de la Culture, pareil, il y a aussi des groupes de travail qui s'organisent sur la transition écologique également et qui reprennent des thématiques qui sont reprises dans le groupe ICOMOS. Donc concrètement, ça se constitue en forme de groupes de professionnels qui vont se réunir plus ou moins régulièrement grâce à l'animateur dynamique qui va les forcer à se réunir, mais aussi les diriger, synthétiser les réflexions justement pour aboutir à des objectifs concrets et arriver à les matérialiser quelque part. Donc les réflexions du groupe, elles ont été, alors c'est marrant pour la conférence inaugurale de Basmès, qui était paysagiste également, qui a montré comment on intervenait du paysage à l'architecture. Bon, c'est vraiment l'approche qu'on a eue au final au sein du groupe, c'est de travailler sur les différentes échelles et de travailler sur l'échelle du paysage, qui est patrimonial, qui est classé également, donc sur les parcs et jardins, qui est un espace patrimonial qui est fortement touché par le changement climatique. Sur l'espace bâti, évidemment, sur l'éco-restauration, la réhabilitation du patrimoine bâti. Ce bâti, il est dans un espace urbain, donc de reprendre en considération aussi l'espace urbain dans lequel ce bâtiment est implanté. Et puis ce bâti, il a un espace intérieur, il y a un climat intérieur qui sera aussi l'espace des musées et des collections et qui a un impact sur la conservation des collections. De travailler également sur cet espace, cette cohérence entre l'extérieur et l'intérieur et l'impact entre les deux espaces. Donc on mène une réflexion dans ces objectifs-là, en partant d'exemples
et en nourrissant nos réflexions par des exemples concrets de chantier, de restauration, de conservation, et en balayant les atouts, les inconvénients de ces exemples, et en les faisant émerger ce qui a fonctionné justement, pour mettre en avant ce qui fonctionne, et arriver à un peu le cartographier, le lister de manière plus méthodologique. Et c'est cette méthodologie qu'on pourra au final peut-être porter à diffuser au sein des institutions, au sein des professionnels et au sein des jeunes également. D'accord. C'est un peu l'approche Donc, qu'on a dans le groupe. est-ce que vous êtes donné un calendrier? Le plus vite possible, parce que c'est sûr qu'on peut dire qu'on est dans l'urgence, c'est sûr. Après, on a des calendriers qui sont un peu menés par les projets qu'on arrive à monter. Donc, parce que pour obtenir des résultats, on a quand même cette philosophie qu'il faut se nucléer autour d'un projet, et d'un projet commun, justement, qui va fédérer le groupe et qui va aboutir à quelque chose. Donc le but d'un projet, c'est d'avoir une finalité et d'avoir une date de fin. Donc voilà, ça va être petit projet par projet. En effet, on va avoir un début et une fin vis-à-vis de ces projets de rendu. Chaque projet. À l'échelle de chaque projet, donc c'est entre une année et 3 ans. À chaque fois, ça dépend un peu de l'aboutissement des projets. On a un projet en cours qui a été financé par le ministère de l'Intérieur, par l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, pour corréler, alors ça vous paraît peut-être un peu étrange à cette échelle-là, mais de corréler les cartographies d'urbanisme, justement, et d'implantation, notamment de la végétalisation, de tout ce qui peut être fait à l'échelle du plan urbain pour lutter contre le réchauffement climatique, justement, avec des superpositions de cartographie des pompiers, des accès d'urgence, justement, de comment on a modifié le plan de la trame urbaine et comment ça a un impact sur l'arrivée des secours, par exemple, et sur le bon déroulé aussi de cet accès-là. Donc c'est des petits projets qui sont sur l'échelle d'un an et qui sont financés ponctuellement, donc, pour aboutir à une superposition de cartographie qui peut être diffusée sur ce groupe de travail. On peut imaginer qu'il va continuer à vivre longtemps. Il y aura toujours du travail à faire, c'est sûr. Il avance par projet. Il avance par projet, oui. Alors on a un autre projet en ce moment qui touche sur l'architecture bioclimatique, justement, et de lister. On a fait un travail avec l'école du Louvre aussi, avec un master de l'école du Louvre sur l'inventaire de ces techniques que fait émerger le patrimoine par son histoire, à travers les siècles maintenant. Le patrimoine sait se défendre contre les climats de toute manière, et ça a su s'implanter face à des climats différents. Donc de faire émerger ces connaissances-là, ces matériaux aussi. Donc il y a toute une culture du matériau biosourcé aussi maintenant qui est très mise en avant, mais on essaye du coup de lister justement ces paramètres-là, ces paramètres d'entrée, cette grille de lecture, qui peut être une grille de lecture par technique architecturale, de remettre des techniques passives aussi pour éviter les climatisations dans les espaces, etc. Donc arriver à remettre en évidence le bon sens architectural qui a un impact sur aussi la conservation dans les musées, justement la conservation des collections, comment mieux gérer aussi et différemment ces états dans les collections. Et puis les matériaux, de lister aussi ces matériaux qui peuvent être réutilisés aussi dans le patrimoine pour de la construction aussi. C'est comment le patrimoine peut être un outil écologique aujourd'hui et nous montrer qu'on est déjà vertueux et on peut l'être encore plus via ce qu'on connaît dans le passé. Donc ça va faire la forme d'un glossaire aussi, d'un abécédaire de l'architecture bioclimatique qui pourra aussi se transmettre, se publier et se diffuser. Alors pour finir aussi, il y a d'autres finalités à courte échéance. On a des groupes aussi, pas au sein du groupe ICOMOS, mais dans le ministère de la Culture, on a des projets de recherche qui sont aussi financés dans ces axes-là, justement, qui ont des échelles de 1 à 3 ans également, donc sur des financements plus ponctuels pour faire avancer vraiment, faire levier sur une question de recherche particulière, donc sur des produits verts pour la restauration par exemple, ou avoir un impact aussi sur la normalisation.
Et ça, c'est un atout, c'est des questions aussi qui se posent beaucoup pour les musées, les collections temporaires également. Comment on devient éco-responsable et de le faire passer aussi à travers des textes de normalisation. Donc on a un gros travail également à faire aussi sur ces normes, sur la révision de ces normes. C'est un travail qui se fait aussi au ministère de la Culture avec des échanges du coup, le plus court possible. Je comprends effectivement que vous avez un rôle d'agent de transformation, parce que voilà, vous êtes en train de faire changer les choses avec les professionnels, par les professionnels, vous allez aussi diffuser cette culture. J'imagine que on peut espérer que ça va s'étendre. C'est le but, sinon ça ne servirait à rien. Donc le but après c'est de diffuser, de le porter à connaissance. C'est sûr qu'on s'est rendu compte, notamment à travers les groupes, qui aussi bien au ministère de la Culture que dans le groupe Iconos, que souvent les choses sont là et elles ne sont pas connues. En fait. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà réalisées, qui sont déjà faites, et qu'il y a un manque, qu'il y a un vrai travail de porter à connaissance qui doit être réalisé. Donc déjà sur l'existant et puis sur ce qu'on va faire et ce qu'on va produire, on va continuer aussi à le diffuser et à le mettre en avant. Donc je pense que c'est vraiment notre métier aussi, parce que si on veut faire changer les choses, il faut pouvoir les transmettre aussi, et faire ces changements. Du coup, ces changements, ils doivent être en effet très clairement transmis aux professionnels et puis aux plus jeunes aussi. Ça sera peut-être un autre sujet. Oui, bien sûr, on va en parler après. Alors Emmanuel Lejeune, vous êtes dans une démarche peut-être un peu comparable, même si le calendrier est beaucoup plus resserré pour vous, parce que c'est 2025 votre objectif, notamment avec le projet Stages, Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift. Oui, moi je suis en difficulté. Mais je l'avais noté, un peu triché. Un projet financé par l'Union européenne, en particulier par en partie par Creative Europe, donc qui a été lancé pour 4 ans en 2004, pour 4 ans en 2022. Donc là, c'est un projet qui associe plusieurs théâtres à l'échelle européenne et même au-delà des frontières européennes, et qui a aussi pour objectif de faire bouger les lignes. Alors, je vous propose de présenter un peu ce projet, son cadre, ses objectifs. Tout à fait. Je voudrais déjà, en préambule, dire qu'on a effectivement un projet européen qui s'appelle Stages, qui a vocation à proposer une méthode pour accélérer la transition écologique et sociale dans le spectacle vivant. On fait ça avec beaucoup de modestie, évidemment, avec humilité, parce qu'on ne prétend pas avoir trouvé la voie, etc. C'est un projet, on a la chance d'être financé, avec lequel on peut expérimenter. Et donc c'est vraiment le but de ce projet. On l'appelle le laboratoire d'expérimentation. Concrètement, donc effectivement, on a 14 partenaires européens, un peu partout en Europe, avec des théâtres de taille très différentes. Pas uniquement dans le théâtre, d'ailleurs on a également des opéras, on a des théâtres qui font de la danse, etc. Et l'idée c'est qu'on travaille tous ensemble, à la fois sur une méthode qui nous permette de repenser nos processus de travail, nos fonctionnements, nos bâtiments, etc. Mais aussi évidemment nos pratiques artistiques et la façon dont on conçoit un spectacle. Grosso modo, il y a 3 axes de travail dans ce projet. Le premier, c'est créer cette méthode, une méthode que chaque théâtre pourra ensuite suivre. Et notre objectif, c'est effectivement aussi de diffuser cette méthode et de permettre à chacun de se l'approprier. Alors dans le spectacle vivant dans un premier temps, pour les théâtres principalement, et puis dans un deuxième temps aussi, on vise d'autres acteurs, on vise des compagnies de théâtre toujours dans le spectacle vivant, et puis après, pourquoi pas essayer d'imaginer l'adapter. L'idée, c'est que cette méthodologie permette à chacun d'avoir un point de départ en fait, pour savoir comment changer les choses au sein de ces structures. Je pense que c'est peut-être le plus difficile aujourd'hui, c'est qu'il existe des tonnes de littérature, il existe énormément de choses. Il y a aussi plusieurs méthodes qui existent, on ne sait jamais par où aller. Parfois on a l'impression que si on manque de données, si on n'a pas fait son bilan carbone, etc., on ne peut pas commencer ce travail. Et le but de cette méthode, c'est aussi dire que ce n'est pas le cas, qu'il y a des possibilités de commencer. Et l'idée, c'est d'entraîner toutes les équipes aussi des structures dans ce travail de repenser nos méthodes, repenser nos bâtiments, repenser nos lieux. Concrètement, c'est l'idée, je vous la fais très brève, mais l'idée c'est de réunir tous les gens de la structure pour leur faire... je recommence. L'idée c'est qu'on s'est imprégné d'une méthodologie qui s'appelle la méthode du donut, qui est fondée sur la Donut Economics de Kate Raworth, qui s'appuie sur les limites planétaires, que vous connaissez probablement. Il n'y a pas uniquement évidemment le réchauffement climatique, il y a aussi des problématiques de biodiversité, d'acidification des océans, etc.
Et l'idée, c'est de se dire que l'humanité doit vivre entre ses limites planétaires et un socle social qui est indispensable pour toute société pour se développer, tout simplement. Évidemment, l'éducation, mais l'égalité aussi de genre, l'accès à l'alimentation pour tous, pas de pauvreté, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir au sein de notre structure, comment est-ce que nous aussi, on peut créer un milieu dans lequel chacun puisse prospérer sans nuire à la planète. Et donc l'idée, c'est d'abord qu'en tant qu'institution, on s'interroge tous, toutes les équipes, à savoir comment est-ce que notre institution s'inscrit dans notre écosystème. Et puis ensuite, effectivement, de la plus petite chose à la plus grande chose, essayer de trouver des solutions, des choses à mettre en œuvre. À partir de ça, on peut mettre des plans d'action en œuvre qui sont très simples à mettre en place parce qu'on a du très court terme, du moyen terme et du long terme. Court terme, ce sont des choses qui ne coûtent pas très cher et qui sont simples à implémenter. Et puis, plus on va loin, plus c'est des stratégies à penser. Et c'est là où c'est pertinent d'avoir quelqu'un comme moi au sein d'une telle structure, c'est que mon rôle, c'est justement d'implémenter ces stratégies et de pouvoir réfléchir aussi sur le long terme. Donc on a deux fonctionnements en parallèle sur des temporalités diverses. Parce qu'on peut quand même dire que vous êtes chargé du développement durable, c'est quand même un poste rare dans les institutions culturelles. Ouais, j'ai beaucoup de chance effectivement. Je pense que c'est aussi l'avantage d'être financé dans le cadre de ce projet européen, c'est qu'effectivement ça a permis de créer ce poste qui en fait est aussi chargé de projet sur différentes choses et en fait effectivement je dois concilier mon emploi du temps avec aussi cette responsabilité de... Bon, c'est une rassure, ça veut dire que vous ne faites pas que ça. Non, je fais pas que ça. Et j'aimerais beaucoup parce que je pense qu'il faudrait que je fasse que ça, mais malheureusement c'est pas possible. Ça c'était le premier axe, donc cette méthodologie. Le deuxième axe, c'est, je vous le disais, par rapport aux pratiques artistiques. Donc on monte différents projets en essayant d'expérimenter pour voir comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte environnementale. À titre d'exemple, le premier projet qu'on a lancé en tant que groupe partenaire, c'est ce qu'on appelle des No Travel Performances. L'idée, c'est qu'on va avoir deux spectacles en l'occurrence, qui vont tourner entre tous les théâtres partenaires, donc comme je vous le disais en Europe, mais aussi en Asie. Mais on va essayer de réduire en fait complètement l'empreinte carbone, pour le coup, de ce spectacle. Et comment on fait ? En fait, on ne va pas envoyer nos décors, on ne va pas envoyer nos comédiens. C'est sur la base d'un script, on va pouvoir remonter chacun des spectacles individuellement dans tous les théâtres partenaires. De ce fait, on supprime effectivement les camions pour transporter le décor, l'avion pour les artistes, etc. Ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut procéder ? Est-ce qu'on doit supprimer complètement les tournées ? Est-ce que c'est pas intéressant d'avoir des artistes qui se rencontrent ? Parce que la diffusion culturelle aussi, c'est indispensable. On n'est vraiment pas pour supprimer définitivement le principe de tournée, mais c'était intéressant de réfléchir à comment on pourrait faire autrement. Et on s'est d'ailleurs aperçu aussi, parce que dans le cadre de ces projets, il y a effectivement une volonté aussi d'éco-concevoir les décors, de recycler au maximum, etc. Donc on n'a pas le droit d'utiliser des choses qui n'ont pas déjà été utilisées dans le cadre d'un autre spectacle. Et surtout, il nous faut faire très attention à notre consommation électrique. Et donc, dans le spectacle qui s'appelle Été for the Living de Cathy Mitchell, on a deux vélos, vous me dites si je rentre dans les détails. On a deux vélos sur scène où on a une personne qui va pédaler et qui va produire toute l'électricité qui va ensuite éclairer et alimenter le spectacle. C'est intégré à la mise en scène ? C'est intégré à la mise en scène. Alors, les théâtres ont fait des choix différents. Certains, ce sont des spectateurs qui sont amenés à monter sur scène et qui pédalent dans tout le spectacle. D'autres... Je pense que c'est vraiment une histoire qu'on doit pédaler pour... Pourquoi pas. Donc parfois ce sont des spectateuristes, parfois ce sont en fait des membres de l'équipe technique ou même des membres de l'équipe artistique, ça dépend. On a même chez nous au Théâtre de Liège fait semblant d'emmener des spectateurs sur scène et finalement il s'avère qu'ils faisaient partie de l'équipe artistique. À chacun son choix là-dessus. Mais donc en fait pour les équipes artistiques, le fait de travailler aussi sur ces problématiques d'électricité, se sont rendus compte en fait de tout ce qu'on consommait dans un spectacle moyen, classique. Et il n'empêche que voilà, petit pas par petit pas, en fait, ça a changé ça a obligé en fait chacun à implémenter des changements dans ses méthodes de travail et dans les objectifs. Donc ça c'est voilà, un type d'expérimentation, j'en ai plein d'autres. Et peut-être que le gouvernement, comment ça fonctionne, puisque vous avez donc 14 théâtres. On a 14 théâtres partenaires, le Théâtre de Liège est leader de ce projet, mais l'idée c'est qu'on travaille en fait tous main dans la main, entre guillemets. Chacun doit avoir un comité d'artistes avec lesquels il va travailler tout au long du projet et un comité de scientifiques aussi avec des experts dans les thématiques qu'on va aborder, avec cette ambition vraiment très forte de croiser en fait nos deux expertises de part et d'autre. Je pense que encore une fois, il existe beaucoup de littérature scientifique,
et qu'ils auraient tout à gagner d'associer les artistes pour une autre manière de transmettre, créer d'autres imaginaires, on y viendra, mais aussi juste transmettre les choses peut-être plus par l'émotion. Et à l'inverse, les artistes ont tout à bénéficier aussi d'un travail avec les scientifiques, tant dans l'éco-conception à nouveau, que dans le fond de ce qu'ils veulent transmettre comme information aux spectateurs. Merci. Alors, on a vu le groupe de travail, les groupes de travail, il y en a plusieurs, hein, le projet Stages, et l'action que vous menez, Bruno Giraud, au Palais des Beaux-Arts de Lille, elle n'est pas structurée de la même manière, puisque c'est quelque chose que vous menez au sein du musée, et en lien avec la démarche de transition écologique de la ville de Lille. Vous vous inscrivez aussi dans la politique de la ville. Ça fait plusieurs années que le musée a construit son engagement pour un futur durable. C'est quelque chose que vous mettez déjà en place, qui existe déjà au musée, mais vous continuez à avancer dans cette direction. Et donc, moi j'aimerais vous demander comment vous avez fait, comment vous faites encore aujourd'hui pour faire évoluer les pratiques au sein du musée. Qu'est-ce que cela a impliqué en termes d'organisation, de méthodologie? Est-ce que vous avez vu, peut-être vous rêvez de recruter un chargé du développement durable? On l'a déjà. Vous l'avez déjà, alors c'est sur ça que j'aimerais oui, alors on peut commencer par ça, une question d'organisation, comment on est organisé pour mettre en œuvre une démarche éco-responsable. Je veux juste simplement dire comment on a commencé il y a 5-6 ans. Ne pas commettre les erreurs qu'on a commises, en fait, parce qu'on n'avait pas de référence, très peu en tout cas en France et en Europe, c'est de vivre l'éco-conception comme une contrainte pour les équipes. C'est-à-dire de dire on va tous dans le mur, on va tous mourir. C'est les choix des experts du GIEC qui ont expliqué clairement, et pourtant on a toujours un déni. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à surmonter ces difficultés. Je parle au sein des équipes d'un musée parce que quand je commence il y a 5-6 ans à dire il faut qu'on y aille, la réponse est, à part quelques écologistes convaincus, c'est non. Non, parce que je ne sais pas la place d'un musée de s'engager dans les conceptions, non, parce que ça va modifier nos façons de travailler, ça ne correspond pas à ce qu'on a appris. Voilà. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'avant de commencer par le dur, c'est-à-dire ce qui va être contraignant, ce qu'on n'a pas fait, mais que je pense qu'il faut faire, c'est construire un récit. C'est-à-dire un récit enthousiasmant d'un futur écologique désirable. Et ça ne vaut pas que pour les musées, d'ailleurs, ça vaut pour la société dans son entier. Voilà, simplement, je le dis parce qu'on a commis l'erreur. Et en gros, d'un côté, les conservateurs je disais, je vous colle des quotas sur le nombre d'œuvres dans les expositions. Et donc, évidemment, réticence. Et donc, il faut expliquer pourquoi on peut faire une exposition avec moins d'œuvres, pour la raison qu'on pourrait expliquer dans le détail, pour l'impact carbone en l'occurrence, mais que ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen pour respecter les limites de la planète. En tant qu'historien d'art, directeur de musée, est-ce que vous vous sentiez armé pour emmener les équipes avec vous sur ce sujet? Oui, mais encore une fois, je l'ai fait sous le mode de la contrainte au début. Donc j'en reviens à ce que vous disiez au début, c'est comment vous êtes structuré, donc voilà, on n'a pas mis le récit avant et c'était plus difficile, donc ça prend plus de temps que de dire on se structure pour. Voilà. Alors on est structuré pour répondre quand même à la question. On a d'abord on a eu un projet scientifique et culturel qui a été fait il y a 6 ou 7 ans, dans lequel il y avait une dimension éco-responsable, mais pas aussi développée qu'on l'a fait depuis. Et ensuite, tout de suite après, on a fait une réorganisation. Donc c'est-à-dire vraiment structurel, un organigramme, dans lequel quasiment tous les agents ont dans leur lettre de mission ou leur profil de poste, une part développement durable. Voilà, ça c'est le premier élément. En fait, toutes les personnes, quel que soit le secteur d'activité, donc c'est systémique, doivent avoir une mission de connotation d'éco-responsabilité. Ensuite, il y a des personnes qui sont spécifiquement, travaillent spécifiquement sur ce sujet, dont nous avons en l'occurrence c'est une femme chef de projet développement durable, Mélanie Estève, et nous avons, dans l'organigramme, on a conçu le musée d'une façon différente que habituellement, puisque au sein de la direction des collections, par exemple, il y a un service mutualisé de gestion durable des collections, c'est son nom, avec une chef de service de gestion durable des collections, qui est spécialiste de conservation préventive, et particulièrement
attentive qui développe cette question. Donc ça, c'est au sein des collections et de la conservation. Mais vous avez un directeur de la gestion durable du bâtiment, donc l'aspect bâtimentaire. Donc là, on rejoint, comme je l'ai évoqué, en plus nous, on est dans un musée ancien. Malheureusement, nous, c'est un handicap, c'est pas un avantage, en l'occurrence. C'est un bâtiment 19e extrêmement énergivore, le troisième plus énergivore de la ville. Voilà. Donc il y a plusieurs aspects dans la démarche globale. Il y a se structurer, s'organiser pour et sensibiliser toutes les personnes, mais au-dessus il y a le récit. C'est-à-dire où est-ce qu'on vous emmène. Si je dis on fait des expositions à moins de 100 œuvres, voire à moins de 50, est-ce que c'est moins intéressant qu'une exposition à 300 œuvres? C'est à la fois pour le commissaire, mais aussi pour le public. Donc ce sont ces questions-là qu'il faut se poser en amont. Est-ce qu'on peut parler des co-responsabilités dans une exposition sans être barbant? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est c'est même un objectif pour un musée ou pas? Voilà. Donc je conseillerais à ceux qui s'engagent aujourd'hui dans une démarche co-responsable de mettre la charrue dans les bœufs et pas de poser comme on fait d'une manière globale l'écologie comme une contrainte en disant c'est parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et vous avez la moitié des gens qui font un déni et qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils vont devoir changer, parce qu'on pourra rentrer dans les détails. Quand on rentre dans les détails, c'est là que ça fait mal dans nos métiers, pour les musées, parce qu'il y a des choses, des habitudes à changer radicalement. La question du voyage. Voilà. Donc, je vais peut-être m'arrêter là sur cette question. Voilà. Oui, c'est bien de se structurer, c'est le socle, mais il faut un projet global. Oui, effectivement, on va trop dans les détails, on va aborder un petit peu plus tard, soit par nous, soit par d'autres ateliers. Mais je le mentionnais juste parce que si on ne prend pas par le bon bout, on va trouver des difficultés à mettre en place ce type de démarche. Merci. Et donc, je pose une question qui va vous permettre justement d'aller plus loin sur ce que vous mettez en place au musée. À propos du projet Stages. Je trouve très intéressant l'idée du projet Stages de remonter des pièces au lieu de les faire tourner. Pourtant, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot de tourner, et justement, ce ne sont pas des pièces qui tournent, ce sont des pièces qui sont recréées dans chaque théâtre. Alors, c'est peut-être une sorte de recyclage des concepts, si on pense en termes d'écologie. Et je me demande dans quelle mesure cette idée de recyclage des concepts, elle est aussi applicable au monde du musée, du patrimoine. Mais avant de poser la question à Bruno Girvaud et Anne Bourgès, je voulais demander à vous, Emmanuel Lejeune, parce que c'est une question que je me suis posée, qu'en est-il du metteur en scène dans ces remontages? Parce qu'à chaque fois, il y a un nouveau metteur en scène. Alors, qu'est-ce qui tourne sur les scripts? Mais est-ce qu'on peut dire que si c'est sans doute pas le cas, mais si c'est une pièce de Molière, du coup, on ne peut pas vraiment la tourner. Donc, quelle est la dimension du concept qui itinère? Oui, c'est effectivement toute la nuance de ce projet, c'est qu'effectivement il y a un metteur en scène différent dans chaque théâtre. L'idée c'est qu'il y a un script précis qui circule, à la fois sur les indications de texte, à la fois sur les indications de décor. Pour vous reprendre l'exemple de A Play for the Living, il y a notamment des chœurs qui interviennent, on a des indications très fortes aussi à cet endroit-là. Mais le reste est soumis à une espèce de flou artistique dont chaque théâtre finalement s'est saisi, alors qu'il y a une pièce originelle qui a été filmée, à partir de laquelle tout le projet a été monté, au théâtre de Vidy-Lausanne. En fait, il y a une vraie question qui s'est posée de liberté artistique de création pour les différents metteurs en scène et les compagnies de théâtre qui ont interprété ces différentes pièces. Et donc, on a des nuances d'un théâtre à l'autre. Je pense que c'était en fait très important pour les metteurs en scène d'avoir cette possibilité-là quand même de retravailler un peu les choses. Donc c'est une vraie question aussi qu'on se pose en ce moment, qu'on s'interroge quelle est la différence finalement avec une simple reprise d'une pièce qui travaille. Voilà. Et la réponse, elle est notamment sur les décors, sur la question de l'alimentation électrique du spectacle. On avait aussi des indications quant au type d'acteur qui devait être sur scène. Ça a été aussi un sujet de débat, puisque originellement, il avait été demandé d'avoir une actrice noire sur scène, puisque c'est un seul en scène.
Ça a été transformé en minorité par la suite, parce que dans certains des pays partenaires, il n'y avait pas nécessairement de comédiens noirs dans le théâtre en question, et donc ils ont dû aller chercher d'autres personnes pour incarner. Donc je vous laisse imaginer tous les débats que ça a pu poser en plus. Mais voilà, donc il y a tout un tas d'indications. Effectivement, il fallait, comme je le disais tout à l'heure, que le décor soit intégralement réutilisé, réemployé. On avait des limites aussi de consommation électrique pour le spectacle, etc. C'était principalement là-dessus en fait, qu'on voyait ce principe de remontage. Et évidemment, le fait qu'il est impossible d'ailleurs de tourner, dans le sens premier du terme, ce spectacle d'un endroit à l'autre en utilisant des transports. Alors, du coup, je trouve cet exemple assez stimulant pour imaginer comment on pourrait faire des expositions concept dans les musées. Et donc, Bruno Giraud, si on fait l'exercice avec la forêt magique que vous avez présentée à Lille entre mai et septembre, peut-être une autre exposition à laquelle vous pensez, est-ce qu'on pourrait se dire que, je prends cet exemple, la forêt magique, c'est une expo qui parlait de l'imaginaire, une représentation de la forêt. Est-ce qu'on pourrait faire circuler ce concept et recréer l'exposition dans d'autres musées, un petit peu de la même manière? Est-ce que ce serait intéressant? Est-ce que ça n'aurait pas de sens? Si, on pourrait. La question, c'est quand on se préoccupe d'éco-responsabilité, c'est de vraiment mesurer l'efficacité de ce qu'on fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mieux de déplacer une exposition toute faite sur laquelle il y aura du transport, où on met en commun des scénographies, des œuvres, bien évidemment, ou est-ce que c'est un concept et développé sur le modèle que Emmanuel vient de vous donner, c'est de dire, bah voilà le concept d'une expo, bah, vous le prenez, vous faites une autre version. Alors, on a fait sur les expos, en réalité, si vous voulez parler d'efficacité pure, hein, c'est moins vous faites d'expos et plus elles sont petites, et moins vous polluez, et moins vous avez d'impact. Alors, je parle d'impact environnemental. C'est les élèves de l'école du Louvre qui font leur table ronde sur la fin des expositions. Ouais. Non mais voilà, mais si vous voulez dire un concept, il faut calculer ce qui quel impact ça a. Voilà. Donc, nous, on a commencé par dire, plus on fait de grosses expos, et plus on a un impact environnemental fort. Je parle d'impact environnemental, et pas que d'impact carbone, parce qu'aujourd'hui, nous, on calcule en analyse de cycle de vie, c'est-à-dire aussi sur l'impact sur la biodiversité, si vous utilisez du matériel, où il a été fabriqué, est-ce qu'il pollue ensuite, est-ce qu'il est recyclé, pas recyclé. Donc vous allez intégrer tous ces critères dans votre calcul d'impact environnemental. Donc on a décidé il y a même 6 ans, 7 ans, c'est que là où on faisait 1 à 2 grandes expositions par an, nous n'en faisons plus depuis 5 ou 6 ans qu'une grande tous les 2 ans. Voilà. Et on fait des formats beaucoup plus petits, plus local, le reste de l'année. Voilà. Donc ça ne signifie pas d'ailleurs qu'on ne veut pas aller, on veut une décroissance maintenant en termes de fréquentation. Je trouve que la fréquentation augmente, mais avec un public local plus important. Voilà. Parce que l'autre grand sujet qui touche toutes les activités, pas seulement culturelles, c'est que ce n'est pas la peine de refaire 100 fois les véhicules. Le gros impact, en tout cas, c'est dans les gros bâtiments, les gros musées ou les grosses structures, c'est le bâtiment et le déplacement des visiteurs. Voilà, ou des spectateurs. Voilà. Donc, vous avez posé ça. Donc plus vous faites de grosses expos, plus vous faites du gouvernement, plus vous avez un impact fort. Voilà. Donc je vais revenir à votre question, j'ai toujours l'impression de ne pas répondre à votre question. Mais avant de se dire tiens, est-ce que c'est une bonne idée, il faut avoir mis à l'épreuve. Il se trouve qu'on on fait l'exercice en ce moment d'une exposition coproduite à 6 ou 7 musées, ça s'appelle Prière de toucher, qui est une exposition de sculpture tactile, là qui a une dimension sociale. Et on a partagé à la fois les œuvres qui circulent, voilà, on est à la 6e étape, la prochaine est à Bordeaux, vous voyez. On a tout mis en commun, c'est-à-dire les œuvres, parce qu'elles ont été réalisées spécifiquement à raison du nombre de œuvres par musée, et la scénographie. Voilà. Mais les autres musées n'ont pas voulu faire le calcul de l'impact carbone, parce qu'on déplace la scénographie, je sais pas. Donc, ce qu'on gagne, parce que la scénographie est aussi un élément d'impact environnemental assez fort, sauf si vous avez une politique comme on fait nous, de recyclage maximal. Et donc faire balader la scénographie, ça a aussi un impact environnemental. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut être prudent dans les solutions qu'on choisit, c'est-à-dire d'évaluer, et si possible avant,
quel va être l'impact environnemental. Parce qu'on peut avoir de toute bonne foi faire quelque chose qu'on pense éco-responsable, qu'en réalité va avoir un impact plus important. Autre élément, si vous voulez, un des gros impacts en carbone sur la production et l'expulsion, c'est les convoyeurs des œuvres. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut changer notre façon de faire, mais là on touche à des choses qui est plus délicate d'obtenir, notamment des conservateurs pour qui convoyer c'est pas se promener, hein, c'est aller travailler à l'étranger, mais ils y tiennent particulièrement. C'est pour ça que ça va être intéressant cette idée de concept. Tout le discours que vous avez développé pour la forêt, pour cette exposition sur la forêt, Alors, il pourrait être remonté avec oui. d'autres œuvres, sans forcément les faire venir d'aussi loin, peut-être avec des collections permanentes. Absolument. Alors, d'autant qu'on pourrait décliner le concept au sens strict du terme, c'est-à-dire pas seulement l'idée en tant que qualité, comme commissaire, comme contenu, mais comme production. En l'occurrence, la forêt magique, c'est moins de 50 œuvres. Voilà. Donc ça, c'est un élément qu'on se fixe. Donc ça pourrait, dans le concept si quelqu'un veut reprendre une exposition, il y a moins de 50 œuvres. Bon, je vais passer les détails sur tous les éléments de l'éco-conception, qui sont très stricts, dans les cahiers des charges des marchés publics, dans les matériaux biosourcés, dans le degré de forêt magique, c'est 75% de recyclage de l'exposition précédente qu'on s'impose, qu'on impose à l'architecte dans le cadre de l'appel d'offres. Voilà. Donc on pourrait effectivement dire la forêt magique c'est un sujet qui en plus, alors il se trouve qu'il conjuguait à la fois l'éco-conception au sens strict en matière de production et sur un sujet militant sur le plan écologique, mais qui était un sujet d'histoire de l'art. En gros, ce qu'on disait, c'est pas seulement la forêt utile et indispensable au maintien de notre écosystème, mais elle est belle. Et ceux qui vous le disent, ce sont les artistes. Voilà, parce qu'effectivement, nous, on n'est pas un musée des sciences, on n'a pas vocation à faire une exposition d'un muséum d'histoire naturelle. On fait donc une exposition plutôt beaux-arts, mais qui a un discours militant. On avait invité Francis Allais, grand botaniste, et on faisait passer un message, mais qui était en filigrane. Voilà. Donc ce concept pourrait se balader avec ses principes aussi d'éco-conception, parce qu'on ne peut pas parler de défense de la forêt et polluer beaucoup. Donc oui, ça pourrait. Il se trouve que bon, personne on l'a pas proposé, personne ne s'en est emparé non plus. On l'aurait bien volontiers. Oui, ça pourrait être une piste. S'il y a des gens dans la salle. Alors, Anne Bourgès, je décale un petit peu la question pour vous, mais pour revenir sur la notion de réutilisation. Ce que vous montrez au sein des activités des différents groupes de travail, c'est que les techniques de construction anciennes sont aujourd'hui employées, devraient être employées dans les constructions modernes pour répondre aux enjeux climatiques. Comment faire pour que ce soit le cas, que les architectes d'aujourd'hui, les paysagistes, réutilisent ces concepts anciens, ces manières de construire. Alors, en effet, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut bien connaître son architecture, il faut bien diagnostiquer le bâti, l'ensemble du bâti et du concept. Mais même avant, et ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le recyclage, au final, avant de recycler, il faut savoir mieux intervenir et plus ponctuellement aussi. Donc c'est aussi beaucoup ce qu'on défend aujourd'hui, même de manière très générale, que ce soit au sein du COMOS ou au sein du ministère de la Culture, c'est de mieux diagnostiquer et de diagnostiquer ces actes d'intervention, que ce soit de la réhabilitation de patrimoine. D'ailleurs, plus de 60% des musées sont en LMH, des monuments historiques, donc en effet, réhabiliter sur le bâtiment va avoir un impact aussi, et c'est très lié à la conservation des collections. Mais c'est de mieux cibler les interventions. Donc mieux cibler les interventions, ça veut dire aussi d'être moins énergivore aussi lors de la réhabilitation ou de la restauration, du coup, et être plus impactant et avoir un meilleur effet, un meilleur bénéfice aussi pour les œuvres qui sont concernées, que ce soit du bâti, que ce soit de la restauration plus ponctuelle, même d'objets. Donc ça veut dire aussi prendre le temps de faire ce diagnostic et s'adresser aux bonnes personnes. Donc en effet, il faut que là, pour le bâti, que l'architecte soit vraiment mis dans le cœur du projet pour qu'il soit là pour reprendre l'historique du bâtiment, reprendre les techniques architecturales qui sont mises en œuvre, en effet,
et pour authentifier aussi les espaces et pouvoir cibler alors à ce moment-là quels pourront être les actes à mener. Alors il y a un exemple dont on a parlé récemment dans le groupe qui a été mené par l'agence d'Éric Palot, donc architecte en chef des monuments historiques, et qui a travaillé très fortement avec le programmiste justement de l'exposition au musée des Beaux-Arts de Dijon, et qui a travaillé sur cette réhabilitation du musée et qui a regardé le diagnostic environnemental, énergétique de l'ensemble du bâtiment, et qui a pu hiérarchiser justement les espaces du musée et refaire un nouveau parcours d'exposition en fonction de ces espaces muséaux qui ont tous un climat différent, parce que des volumétries très différentes, et pas forcément possible d'aller climatiser ces espaces pour la conservation des œuvres. Donc il y a un choix qui a été fait dans la muséographie ensuite par rapport à l'architecture. Et c'est vraiment ce lien qu'on essaye de plus en plus de mettre en danse ensemble, hein, c'est de lier l'architecture, l'enveloppe, avec la conservation de l'extérieur pour être justement plus ponctuel. Alors ça ne répond pas à la question de la réutilisation, mais du coup il y a moins à réutiliser parce qu'il y a moins de travaux à faire, il y a moins d'interventions, donc on est moins impactant écologiquement parlant. Donc ça a une logique quand même sur l'ensemble de l'intervention. Et puis en réutilisation, il existe des entreprises. Alors je pense à une entreprise en particulier qui s'appelle Rotor, qui est une entreprise belge, justement dans notre collaboration franco-belge, et qui va réutiliser, qui va aller chercher tous les matériaux qui sont sur les chantiers MH, et pour les récupérer et les préparer, les reconditionner pour qu'ils soient réutilisables sur d'autres chantiers. Alors c'est un gros travail parce qu'ils vont récupérer les briques, les tuiles, les tuyauteries, tout ce qui est réutilisable va être récupéré, stocké, réhabilité aussi, restauré et réutilisable sur d'autres chantiers. Donc ce site de production de déchets, il existe aussi pour le bâti, aussi bien que pour les expositions. Et du coup, j'avais un troisième point aussi, donc, qui est de faire connaître donc, ce patrimoine et ces techniques patrimoniales dont vous parliez. Ça passe aussi par ça, c'est-à-dire à partir du moment où on connaît bien le patrimoine, où l'architecte a bien sa place, il peut mettre en balance, en valeur, la technique architecturale présente, les matériaux présents, et à partir du moment, à ce moment-là où on les met bien en évidence, les faire valoir justement, et pour qu'ils soient réutilisables, non pas pour le bâtiment tout de suite, mais aussi réutilisable en tant que technique et procédé pour la suite et pour d'autres chantiers de restauration, mais pas seulement de restauration, il faut voir plus loin, il faut voir comment on peut réutiliser ce que le patrimoine nous a appris, qui est déjà très vertueux, pour être transmis sur de l'architecture moderne aussi, et sur comment construire demain en utilisant les matériaux et les techniques que l'on connaissait. Alors, hier, je participais à une réunion du ministère de la Transition écologique qui poussait énormément sur l'implantation des énergies renouvelables, donc les parcs d'éoliens, des panneaux solaires, et comment s'implantent ces énergies renouvelables sur le patrimoine, aussi bien architectural que paysager, hein, ça concerne tous les patrimoines. Mais on ne parle pas assez de comment mettre en valeur les énergies passives, justement, que connaît le patrimoine. Donc le patrimoine est aussi une source de valorisation des énergies passives. On connaît par l'architecture le rôle de la transpiration des matériaux argileux, de la terre par exemple, des techniques architecturales du mur trombe qui va ventiler naturellement et réutiliser l'ensoleillement pour réchauffer l'intérieur des bâtiments, ou au contraire les tours à vent qui vont faire jouer sur la circulation de l'air naturel pour rafraîchir les espaces. Tout ça, c'est des techniques que le patrimoine connaît, parce que le patrimoine est passé à travers différents climats et on sait s'adapter au climat, pour les remettre en avant et pouvoir en profiter aujourd'hui pour aussi construire ou conserver aujourd'hui et demain. Et alors justement, vous anticipez sur la question que je voulais poser, qui est celle des imaginaires, mais c'est parfait, c'est une parfaite transition. Comment justement amener les constructeurs d'aujourd'hui à s'approprier ces techniques de construction qui viennent du passé, comment les rendre désirables à leurs yeux et pas peut-être leur donner l'idée que
eux-mêmes ne sont plus créateurs, puisqu'ils remploient des choses qui existent déjà. Alors comment est-ce qu'on peut, comment faire, comment réussir à dépasser ça? Alors il faut le dépasser parce que le patrimoine n'est pas figé et que c'est une source d'inspiration, mais qu'il est aussi vecteur d'innovation. Donc il faut aussi l'amener, on n'a pas le discours qu'il faut réutiliser tel quel. Il faut réutiliser, s'inspirer d'eux. On peut s'inspirer d'eux et apporter l'apport technologique qu'on a aujourd'hui, d'ingénierie qu'on a aujourd'hui, pour arriver vers de nouveaux matériaux et de nouvelles utilisations. Donc en effet, le mur-tronc ne va peut-être pas être réutilisé et refait comme l'architecte, l'ingénieur l'a conçu, mais peut-être avec d'autres matériaux et d'une nouvelle manière. Pareil que les tours, on ne va pas faire les tours avant évidemment égyptiennes dans nos cœurs de ville, mais réutiliser le principe, c'est-à-dire l'ingénierie qu'il y a derrière, pour la réadapter, la réinventer et la transmettre justement sur une technologie qui peut être applicable aujourd'hui que ce soit dans nos villes ou dans nos bâtiments ou dans l'ensemble de nos architectures. Donc il y a un vrai rôle d'ingénierie et de recherche scientifique par contre à faire en puisant, alors ça a un nom d'ailleurs, c'est le rétro-engineering, donc c'est d'aller chercher ce qu'on connaissait dans le passé pour l'amener vers le futur. Donc ça c'est aussi le travail de nos institutions aussi, c'est le travail aussi du Centre de recherche de la restauration du musée de France d'aller trouver justement dans ces connaissances-là, aller plus loin justement et après en découvrir de nouvelles applications. Donc c'est des choses qui existent déjà et c'est un travail aussi avec les industriels à mener qui sont aussi forcément impactés par la transition écologique, qui est une demande pour tous les industriels aussi de toute manière. Donc on doit travailler ensemble sur ces objectifs communs. Donc ça peut être en effet sur des... Alors le château de Versailles travaille sur des vitrages justement qui ont un film UV qui va filtrer du coup les rayonnements solaires pour une meilleure conservation des objets à l'intérieur du château, mais aussi qui va avoir une répercussion forcément sur la température à l'intérieur des pièces, donc ça veut dire aussi moins utiliser de climatisation. Donc voilà, c'est un ensemble qui doit se concevoir d'une manière très transversale entre les conservateurs, justement, les architectes, les ingénieurs, les diagnosticiens, d'avoir quelque chose de très pluridisciplinaire, ce qui n'est pas forcément facile. Donc, ce qui est un enjeu, justement, d'arriver à avoir cette transversalité. Et justement, cette pluridisciplinarité, c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place au sein du projet Stages, en essayant de faire travailler les artistes avec des scientifiques. C'est une démarche qu'on a, même à l'échelle du théâtre de manière générale, qu'on retrouve dans la plupart de nos projets. Et donc on a beaucoup parlé de Stages, mais on a un autre projet qui s'appelle Rêve Voyage 2030, et donc qui s'inscrit effectivement sur une logique territoriale, mais dont le but ici est justement de réinventer une vision positive pour Liège dans le futur, une vision désirable et durable. Et donc pour ça, en fait, on travaille sur les différentes thématiques du développement durable en montrant qu'elles sont toutes interconnectées les unes avec les autres. Alors on va de l'alimentation, en passant par la biodiversité, l'énergie, la mobilité, etc. Les infrastructures évidemment, les finances. Et l'idée c'est que on croise les visions d'experts sur ces thématiques, d'universitaires mais aussi d'artistes, avec cette volonté de mettre autour d'une table ces acteurs-là, mais aussi des citoyens lambda, des associations, des entrepreneurs, et que tous ensemble puissent en fait réfléchir à ce qu'ils aimeraient idéalement voir advenir dans la ville, avec un objectif final, disons, de transmettre et un manifeste pour les pouvoirs publics d'un côté, et de l'autre, un projet performatif de ce Liège idéal avec les artistes avec lesquels on travaille. Pourquoi on a fait ça? C'est vrai qu'on sort un petit peu de notre rôle de théâtre, mais c'est qu'on a effectivement une vision très claire qu'il faut emmener non seulement nos équipes au sein du théâtre sur ces sujets de développement durable, mais il faut en fait dépasser tout le monde, au-delà de les convaincre. Maintenant, il s'agit de persuader, et on ne peut pas faire ça sans essayer de trouver une vision positive et quelque chose qui va pouvoir tous nous animer. Et voilà, c'est une méthode qu'on va tenter et que j'espère qu'il pourra porter des fruits. Merci. Alors, toujours cette idée de l'imaginaire, de rendre désirable Kuno Girvaud. On a évoqué déjà la forêt magique et donc la manière dont elle insiste sur les représentations qu'on peut avoir de la forêt. Mais vous avez mené d'autres expériences
vous avez fait d'autres réalisations plutôt au Palais des Beaux-Arts de Lille. Vous avez fait une salle sur le paysage 19e et la naissance du sentiment d'écologie qui est né d'ailleurs à Fontainebleau, c'est important de le rappeler. Vous avez créé aussi, je crois, une galerie thématique sur la nature. Vous l'avez fait déjà. Non, nous allons. Vous allez le faire. Pas encore. C'est parce que je vais noter. Assurément, et puis vous développez aussi des parcours, des visites thématiques en faisant appel à des experts, botanistes, entomologistes. Donc dans quelle mesure est-ce que vous pensez que le musée a son rôle à jouer dans cette transformation des imaginaires? Et en fait, évidemment, clairement vous pensez que le musée a son rôle à jouer, mais jusqu'où doit-il aller dans cette démarche? J'ai envie de dire jusqu'où et jusqu'à quand. En gros, jusqu'à quand, jusqu'à qu'on ait compris qu'on ait intégré à nos process ces règles d'éco-conception, et jusqu'à que tout le monde ait intégré le fait qu'il fallait agir rapidement. Donc en fait, je dirais à la fois oui, aujourd'hui il me semble que le musée a un devoir comme d'autres structures qui serait à bâtir un récit d'un futur écologique désirable. Mais dans mon esprit, il ne faudrait pas que ça dure 20 ans. C'est-à-dire, il faudrait que tout le monde ait intégré et qu'on n'ait plus besoin de faire une expression comme la forêt magique pour faire comprendre que la forêt est indispensable à notre survie. Voilà, j'essaie toujours de penser plus loin que... Voilà. Aujourd'hui, je pense que nous devons prendre notre part, alors modestement. Évidemment, on ne va pas faire que parler d'écologie dans le musée, mais je pense que sans instrumentaliser les œuvres, on peut tenir certains discours qui permettent aux visiteurs qui ne sera peut-être pas sensibilisé, lui, à ces questions, de comprendre qu'il y a quand même un problème. Donc en effet, il y a les expositions temporaires, ça c'est la forêt magique, et puis il y a les collections permanentes, et donc oui, on commence à tenir des discours, alors qui ne concernent pas d'ailleurs que l'écologie, mais certains, donc on a une salle paysage 19e, où en effet on parle plus seulement de paysage, mais de la naissance du sentiment pré-écologique. Ce sont les artistes, les premiers, qui vont avoir, ou les philosophes comme Thoreau aux États-Unis, Théodore Rousseau, mais aussi Jean-François Millet en France, qui vont avoir conscience que le monde est en train, dans les années 1830-1840, de basculer avec l'industrialisation, que les paysages commencent à se modifier, que les forêts commencent à être déforestées, donc c'est le cas de Rousseau, et vont avoir pas seulement peindre des forêts ou des morceaux de forêt, mais comme Rousseau, ils vont obtenir à force de lobbying la première protection au monde d'une forêt, qui est évidemment tout à côté, 1000 hectares de la forêt de Fontainebleau, en 1861. Et c'est un travail de lobbying politique dans la presse. Donc ça n'est pas qu'un artiste, c'est un artiste et d'autres artistes qui vont, c'est aussi le cas en Angleterre, dans tous les pays les premiers industrialisés, qui vont, voilà. Et c'est ce qu'on explique dans une salle. On parle aussi de l'école de Barbizon, mais là où on ne parlait que de l'école de Barbizon, on replace ce mouvement pictural dans une sensibilité naissante, qui est en fait la naissance de l'écologie, alors que le mot n'existe pas. Voilà. Avec le risque, et on nous en accuse quelquefois, d'instrumentaliser les œuvres pour leur faire tenir des discours qu'elles ne tiennent pas. En l'occurrence, à partir des années 1820-1830, on peut clairement faire parler sans les faire mentir les artistes qui ont un souci pré-écologique. Et on va vers une galerie thématique mais qui sera temporaire, parce qu'on aura un double parcours dans le musée à l'étage, qui sera un parcours chronologique classique d'histoire de l'art. On ne renonce pas à l'histoire de l'art, comme le craignent certains historiens d'art ou conservateurs. Et puis on a un petit parcours triple, 3 thématiques, dont une est consacrée aux enfants, avec une approche dédiée aux enfants, et 2 sont des thèmes qui seront renouvelés tous les 2 ans. Donc c'est entre l'exposition et la collection permanente, et dont l'une sera dédiée, ça sera une approche du vivant non humain, mais aussi du vivant humain, dans l'art, toute période confondue, évidemment qui arrivera à dire que, en gros, toute la beauté du monde qui est représentée depuis l'Antiquité, eh bien on est en train de la perdre. Voilà, et donc ce sera ça le sujet, ça ne durera que 2 ans. Voilà. Donc je pense que pendant un certain nombre d'années, il me semble qu'on a un devoir d'informer, mais on le fait de plein d'autres façons. On a de plus en plus de visiteurs, et donc on est obligé, on leur explique quel est l'impact de leur déplacement.
Alors évidemment, on leur interdit pas de prendre leur voiture pour venir, notamment ceux qui sont à 40 km de Lille et qui n'ont pas de transport en commun, mais on leur dit juste voilà quel est l'impact, et si vous venez en transport en commun et que vous pouvez le prouver, vous aurez un tarif. Donc on a des partenariats avec la SNCF, avec la SNCB en Belgique. Voilà. Bon, ce sont des formules qui ne marchent pas très bien encore, mais en gros c'est aussi, on ne renonce pas à avoir des visiteurs, mais on ne leur dit pas seulement dans les salles, dans les collections et dans les expositions, mais aussi on leur dit ce que l'on fait en matière de conception, et on leur dit, on essaie de les sensibiliser, puisqu'on sait que c'est leur déplacement au musée qui a un fort impact, de les encourager à venir en vélo. Donc on est en train de multiplier le nombre de garages à vélo sur le musée. C'est un problème parce que c'est un monument historique. Voilà. Aujourd'hui, on refait les toitures, on ne peut pas mettre de panneaux solaires pour être autosuffisant, parce que le bâtiment est classé, donc on n'a pas l'autorisation. Voilà. Donc en fait, il faut agir sur tous les leviers, mais aussi celui de l'imaginaire et du plaisir qu'on va prendre au musée. C'est pas parce qu'on va avoir une galerie thématisée sur l'écologie, qu'on va s'emmerder. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit sensibilise, mais il y a une part d'imaginaire, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au tout début, c'est que vous devez avoir un récit qui est enthousiasmant, sinon, si c'est pour juste dire qu'on a une extinction de toutes les espèces animales, ce qui est malheureusement en train de se passer, et que le réchauffement fait que tous les musées qui sont en bordure de mer seront submergés. Bon, c'est sûr que ça jette un froid. Alors, j'espère que ne pas rajouter un froid dans la salle. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des questions que vous avez envie de poser à nos intervenants? Il faut en profiter parce qu'Emmanuel doit nous quitter à 15h30 précise. Donc, c'est le moment. Moi, j'ai une question très concrète. En tant que conservatrice et commissaire d'exposition, je rédige un marché public pour trouver des scénographes pour une exposition temporaire. Et je suis confrontée à la règle du marché public qui est d'être attribué à celui qui est le moins cher. Et donc, comment on fait pour intégrer, dans une logique de marché public, comment on fait pour intégrer une logique d'éco-conception? Le mieux, disons. On force la main de ceux qui... Le mieux, disons. Non, mais ça a été le premier sujet, en fait, quand vous faites de l'éco-conception d'exposition dans un cas public, j'entends, vous êtes une collectivité ou l'État, vous devez faire un appel d'offres à un marché public. Voilà. On y arrive, c'est dur, mais d'intégrer des critères de développement durable dans le marché public, c'est possible. Le code du marché public ne l'interdit pas. Et justement, si vous avez donc des pourcentages de critères d'appréciation, si vous mettez un critère de développement durable et que vous le mettez avec un pourcentage important, c'est plus le critère argent qui est le seul. Mais pour ça, il faut que vous ayez convaincu, je ne sais pas dans quelle structure vous êtes, c'est une grosse structure, où ceux qui vont, les financiers vont dire oh là là, non, parce que ça sera le moins disant, ça ne sera pas le moins disant qu'on va choisir et donc le moins cher, parce qu'effectivement l'éco-conception au départ a un coût, il faut le dire, qui est de l'ordre de 15 à 20% de surcoût, mais on y arrive. Voilà. Et nous, ça a été la première difficulté. Ça a fallu 2 ans pour surmonter. La direction de la commande publique de la ville de Lille ne voulait pas. Et nous-mêmes, on craignait de s'exposer au fait qu'on ait des personnes qui ne répondent pas. Parce que vous pouvez être extrêmement vertueux de votre côté et exiger de vos prestataires qu'ils le soient. Sauf que dans le cas d'un marché public, s'il pense qu'il ne l'est pas, il ne va pas répondre. Vous pouvez vous retrouver avec des lots infructueux dans un marché. Mais on a pris ce risque. Au début, on a mis des doses un peu moins fortes qu'on pensait en matière de critères de développement durable. Puis on a augmenté sur les marchés. Et parce qu'on a fini par repérer les prestataires. Parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a des entreprises qui ont commencé dans notre secteur, dans la production d'exposition, à avoir appliqué des critères d'éco-responsabilité. Voilà. Mais oui, c'est une difficulté. Mais c'est là où il faut, et alors c'est là où en matière de méthode, c'est bien quand le directeur pèse pour que ça arrive. Parce que si vous êtes tout seul dans votre coin, parce qu'en fait nous quand on a commencé à faire, on s'est rendu compte que dans d'autres musées, vous ne voyez rien dépasser, et en réalité on avait des régisseuses, qui essayaient mais qui n'avaient pas l'appui des directeurs, ils disaient voilà, m'emmerdez pas parce que ça va coûter plus cher, ou de toute façon on s'en fiche un peu de l'écologie. Donc elles n'étaient pas soutenues, pas appuyées, et donc on n'y arrivait pas. Donc en effet, il faut que dans la chaîne de décision, il faut qu'au plus haut, personne dise si
Si ça coûte 15% de plus, on va prendre les 15% ailleurs, si on n'a pas plus d'argent. Mais par contre, on va considérer que c'est une priorité. Alors en même temps, la chance que tu as, c'est que tu as une ville qui te suit sur ces questions-là. Comme moi, je l'ai vécu à Dijon, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de collectivités. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une démarche de la ville de Lille et de sa métropole quand même assez battante, assez offensive. Donc je pense que ça t'a quand même beaucoup aidé. Oui, dans les cas où ça coince vraiment, dans une collectivité, parce qu'en l'occurrence, ça coinçait au niveau de la direction de la commande publique. Et Soro disait non. Donc effectivement, soit j'y arrive tout seul, soit je demande à mon élu de taper sur les doigts du responsable de la DCP pour qu'il intègre. Voilà. Donc, mais ça, c'est dans une collectivité qui est sensible à l'écologie. Sinon, pour vous n'avez aucune chance d'y arriver. Non, j'avais une question. Je me demandais justement si vous aviez un budget attribué pour ces questions-là. Alors c'est une bonne question. Non. Non. Mais on intègre. Alors je parlais de surcoûts. En fait, les surcoûts, ils sont au début, en réalité. Si vous arrivez. Parce qu'il faut raisonner en fait sur plusieurs expositions et pas sur une exposition seulement. Donc, si vous arrivez à recycler sur 3-4 expositions, alors vos surcoûts de départ, sur les matériaux biosourcés, du bois, parce que ça veut dire que vous utilisez certains types de bois, certains types de peinture, certains types d'enduit, ou pas d'enduit d'ailleurs. Mais si vous les recyclez, vos surcoûts finissent par s'amortir sur 4 ou 5 expositions. Voilà. Donc on n'a pas de budget dédié, on n'a pas une ligne budgétaire. Après, la ville de Lille a ce qu'on appelle un budget climatique, elle repère donc, toutes ces dépenses, quelles qu'elles soient, l'impact, en l'occurrence carbone, de toutes ces dépenses. Voilà. Alors c'est un peu une usine à gaz, sans mauvais jeu de mots, mais c'est quand même la preuve qu'il y a une démarche globale et qui fait que c'est plus facile dans une collectivité de ce type qu'une collectivité pas du tout sensible. Oui, c'est mon tour. Oui. Donc, je suis architecte de profession, donc je fais partie du groupe de travail avec Anne au sein d'ICOMOS. Donc, je voudrais vous faire deux retours par rapport d'abord à ce que Madame a dit dans les appels d'offres auxquels nous répondons. C'est vrai que j'ai servi aussi comme maître d'ouvrage dans d'autres pays comme en Suisse pendant que je faisais mon doctorat. On attribuait le marché au mieux disant. C'est-à-dire il y a une note technique et une note de prix qui sont dans une formule, je pense, très équilibrée. Et finalement, on se rend compte que ce sont les meilleures entreprises qu'on prend et pas les moins chères, qui sont incapables d'exécuter finalement le marché. Et puis, on est confronté tous les jours à ce problème en France, par exemple. Sur le marché international, en ce moment, je réponds à un concours. Par exemple, la note technique est de 80% et le prix est de 20%. Donc, donc, bien sûr, on nous donne la fourchette de prix aussi, mais ça permet d'avoir la meilleure équipe technique et d'avoir un prix approprié. Et deuxième question que je voudrais vous adresser, conservateurs et puis aussi décideurs au niveau du théâtre, c'est vrai que nous avons un métier assez diversifié. Non seulement on fait des bâtiments, on fait aussi de la scéno, on fait aussi, du décor intérieur et souvent on collabore et on se rend compte que c'est très difficile pour les jeunes professionnels. Quand j'avais 25 ans, c'était très difficile pour les jeunes professionnels d'avoir accès à la première commande. Et en fait, je me suis rendu compte maintenant, 15 ans après, maintenant que j'ai des étudiants, que les jeunes ont des très bonnes idées. Donc, la question, c'est que dans les concours ou dans les commandes qu'on fait, qui sont souvent prestigieuses, parce que ce sont des musées prestigieux, comment on peut donner l'impulsion de faire émerger les nouveaux talents. Voilà, donc, et puis je me souviens, en fait, en 2008-2010, j'ai participé avec une équipe pour monter un pavillon à la Biennale de Venise. On avait déjà, à l'époque, sur l'architecture, on avait déjà réfléchi à cette question de recyclage, et finalement le pavillon a eu le Lion d'Or, pas parce que c'était pas le plus branché, en fait, ça a posé la question de est-ce qu'on devait revenir à ces pratiques ancestrales, notamment dans l'île de Bahreïn, est-ce qu'on devait construire tout en béton au bord de la plage, ou on revenait à la manière de construire des cabanes sans reconstruire des cabanes, mais de re-questionner philosophiquement sur cette démarche. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a la force de l'exposition. Nous sommes posé la question parce qu'il y a beaucoup de déchets
à l'issue de cette exposition qui était bien de bonne volonté. Et cette année, à la Biennale de Venise, il y a même des pavillons nationaux qui montraient les matériaux recyclés de la précédente Biennale qui eux-mêmes pouvaient faire partie d'une exposition. Donc en fait, je pense que toute la profession commence à réfléchir, mais ça ne nous... la critique qui émane là justement maintenant, parce que ça vient d'être inauguré, c'est que est-ce que sous forme de recyclage, ça nous exonère de faire de l'architecture? La réponse c'est non. C'est-à-dire, non seulement on doit les recycler, mais le fait de les recycler, ça ne fait pas de l'architecture. Donc en fait, ça nous donne une exigence encore plus grande pour le futur. Et donc, je n'ai pas de réponse. J'essaie de chercher, comme Anne dans le groupe de travail, ce sont des questions qui nous interpellent. Merci beaucoup. Merci parce que vous soulevez justement un point qui est celui des critiques qu'on peut faire à vos démarches respectives. Voilà, mais les critiques que vous rencontrez, j'imagine. Donc, il y a effectivement celle de dire c'est pas vraiment l'architecture, mais comme vous l'avez évoqué. Bruno Giraud, vous avez évoqué aussi le fait qu'on vous reprochait parfois de vouloir instrumentaliser les œuvres, aussi répondu à cette critique. Emmanuel, est-ce qu'il y a des choses que vous, des critiques auxquelles vous vous heurtez et comment y répondre? Quelles sont-elles? Des critiques, j'en ai plein moi-même dans le métier que j'exerce, dans ce que je fais, je pense aussi que, vous en parliez tout à l'heure Bruno, donc ça sera une redite aussi, hein, mais j'ai eu tendance moi dans ma prise de poste à rentrer en plein dedans et à toucher à tout et à essayer d'avancer sur absolument tous les fronts en même temps avant de me rendre compte que les impacts n'étaient pas les mêmes d'un sujet à l'autre et que il y avait des priorités à mettre en œuvre, etc. Donc rien que ça, une autocritique, mais voilà, c'est super important quand même de garder les ordres de grandeur en tête et de savoir où donner ses forces parce que il y a effectivement énormément de choses qu'on peut mettre en place, mais in fine, il faut quand même choisir là où on veut commencer, là où ça va aboutir le mieux et le plus loin et le plus vite et avec le plus de monde. Sur Stages, il y a plein de problématiques qui se posent parce que c'est vrai que vous parliez de scénographie tout à l'heure et nous on a aussi tout intérêt effectivement à permettre à des artistes d'exercer pleinement leur esprit créatif et de ne pas avoir besoin en fait nécessairement d'aller réutiliser un objet de décor ou un accessoire du précédent spectacle. On a envie effectivement de donner libre champ à nos acteurs, donc il faut voir quel dosage on met. Est-ce que ce serait un quota annuel de spectacles qui sont basés sur la réutilisation, voilà, ça adresse tout un tas de problématiques. Après, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, effectivement, pas touche à la liberté créatrice, et en même temps, il y a des contraintes qui s'opèrent aujourd'hui. On a des contraintes budgétaires, notamment la première, lorsqu'on crée un projet. Finalement, c'est un autre type de contrainte, ça ne veut pas dire qu'on empêche quiconque de faire quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Oui, il y a la question peut-être de la normalisation qui pourrait être une réponse à ce flou qu'on peut ressentir parfois, cette absence de repères communs qu'on aurait. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup d'expériences depuis une vingtaine d'années dans le domaine des musées. Les éco-musées ont beaucoup réfléchi à la question du circuit court. Mais en fait, on voit bien qu'au bout de 20 ans, et en ce moment, et avec toutes les actualités, on va dans beaucoup de directions. Et c'est vrai que peut-être que la réflexion sur la normalisation pourrait permettre justement au moins d'avoir un vocabulaire, un glossaire, des guides de bonne pratique, permettant de savoir jusqu'où on met le curseur. Voilà, parce que finalement, on peut aller très loin, comme on peut rester très modeste, et en même temps, on peut apporter beaucoup sur un plan pédagogique. Donc voilà, il faut savoir où on pourrait mettre le curseur, si je pense au musée, à l'échelle de l'ensemble des musées, qu'ils soient petits ou grands. Je crois que ça, c'est tout à fait important. Donc il se trouve que je préside la commission de normalisation de conservation des biens culturels AFNOR. Et donc on vient de lancer un groupe de travail sur justement la question de l'éco-conception des expositions temporaires. Donc il y a eu un appel à experts en avril dernier, donc il y a eu une première réunion le 20 avril, et il y aura une prochaine réunion le 12 avril. Donc si certaines d'entre vous étaient intéressés pour nous rejoindre, voilà, on serait tout à fait ouvert, car on voit bien qu'il va nous falloir avancer sur cette question. Et puis vraiment atterrir quelque part, vraiment se forger un vocabulaire commun, que tout le monde puisse comprendre, tout autant les professionnels des musées, de la culture, des patrimoines au sens large,
que les entreprises. Et ça rejoint bien évidemment la question des appels d'offres. Et c'est vrai que voilà, un label AFNOR pourrait, un standard AFNOR pourrait effectivement peut-être aider aussi, ou contribuer, ou en tout cas apporter un plus, et peut-être rassurer. Donc après, moi je me tourne vers vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous serait utile ou pas, effectivement, d'avancer de manière plus volontariste sur la question de la labellisation, et pour le coup sur un temps assez court, j'imagine, parce que, comme tu dis, Bruno, voilà, on est sur 10 ans, c'est ce qui se dit dans les actualités, donc on voit bien qu'il faut aller vite et il faut pas être sur des projets de normes. Alors Anne est très impliquée aussi pour la question du patrimoine, du bilan énergétique du patrimoine bâti, et on voit bien qu'il faut, voilà, il faut accélérer, et voilà, on ne peut pas être sur des projets de normes qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui, alors moi je suis pas très norme, néanmoins, Moi non plus dans ma... néanmoins je pense qu'on n'y coupera pas. Dans mon caractère. Je pense qu'on n'y coupera pas parce que, en tout cas l'expérience qu'on a eue, c'est que quand on n'a aucune référence, qu'il faut aller chercher en Australie ou au nord de l'Europe des modèles pour commencer, et c'est donc une tâtonne, on va dire, on galère, à essayer d'établir un mode de calcul d'éco-conception, enfin d'impact environnemental plutôt d'une expression. Donc on aurait eu une norme, voilà. Le problème des normes, parce qu'on a par exemple imaginé un temps qu'on prendrait pour on a une grosse activité de programmation événementielle, qui a fonction du spectacle vivant en fait. Il faut voir si on prenait la norme française AFNOR 2021, comme l'ont les établissements français ou certains. Voilà. C'est que la norme, c'est toute une démarche qui dure 1, 2, voire 3 ans, que vous adoptez. C'est-à-dire que vous vous mettez en ordre de marche pour avoir le label cette norme, mais c'est après que commence le boulot. Donc c'est une fois que vous avez, voilà, donc c'est après que vous mettez en œuvre, vous appliquez. Concernant la FNOR, il y a deux niveaux, c'est vrai qu'il y a vraiment le niveau franco-français qui peut-être peut aller assez vite, et puis après il y a la dimension européenne, puisqu'il y a le comité européen de normalisation, où là justement ça peut pousser à évoluer, mais ça va prendre des années. C'est-à-dire que sur un et en l'occurrence, si on avait eu une norme, on serait sans doute allé vers la norme, parce que comme on n'y a aucun repère, voilà. Donc aujourd'hui, nous, on a publié un guide d'éco-conception des expositions qu'on met en ligne, en gros, nos rapports environnementaux, tous les workshops qu'on fait sur le sujet, pour que livrer l'info à ceux qui veulent se lancer, mais c'est absolument pas un modèle, puisqu'il faudrait qu'il soit quelque chose de plus large et plus malléable, je dirais, adapté à toutes les tailles de musées. Mais oui, je pense que la norme sera indispensable. La question, c'est l'urgence. Donc, par exemple, sur la programmation événementielle, on s'est dit, voilà, on met 3 ans avant la norme 2021. Non, on va faire appliquer tout de suite des principes, puisque finalement, elle va repérer, on va les appliquer tout de suite, plutôt que d'avoir la démarche. Mais je pense que dans un univers où, pour un musée qui aujourd'hui veut se lancer, ça serait extrêmement utile. Mais peut-être sans oublier ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est peut-être l'idée de ralentir aussi le rythme des expositions, de les faire différemment. Alors, et ça serait pas dans une norme, mais encore une fois, c'est par là qu'il faut commencer. On peut faire une norme pour avoir des expos éco-conçues, mais si on fait des expos éco-conçues tout le temps, finalement. Vous savez, en fait, pour moi, la bascule, j'avais déjà, il y a 6 ans, on a commencé, mais il y a 4 ans, je ne sais plus quand c'était, il y avait l'exposition Bleu et Rose, Picasso Bleu et Rose à Orsay, il y avait les trésors Picasso au musée Picasso, et il y avait Cubisme au centre Pompidou. J'ai fait les 3 expositions dans la même journée. La première au musée d'Orsay en visitant comme un visiteur lambda, un cauchemar intégral, voilà. Et à la fin de la journée, je me suis dit c'est une folie. Voilà. Il y a d'un côté 2 milliards de valeur d'assurance à Orsay, tant au centre Pompidou, tant. Voilà, c'est super production, il y a tous les plus beaux Picasso du monde rassemblés à Paris, dans lesquels les gens se précipitent. Voilà, et je me suis dit, est-ce que ce modèle est. Donc ça c'était avant la crise sanitaire, est-ce que ce modèle est viable encore? Et donc c'est la question de départ, et évidemment. Donc on a parlé il y aurait l'après-Covid, un nouveau monde. En réalité, on a tous repris de la même manière. Parce que un gros établissement national, il a des impératifs budgétaires tels que des taux d'autofinancement qui fait que s'il ne fait pas des blockbusters, il y a un problème. Donc après, Laurence Descartes, courageusement, a dit moi je vais réduire la fréquentation. Mais c'est une vraie difficulté. Donc il faut commencer par là. C'est de dire est-ce que le modèle de la très grosse exposition. Est-ce que c'est un modèle encore fiable? Voilà, moi je dis souvent est-ce qu'une expo à
à 50 œuvres, en gros une expo de 300 œuvres, c'est à coup sûr une démonstration de puissance. Est-ce que c'est automatiquement une démonstration d'intelligence? Pas nécessairement. Je pense que ce sera le mot de la fin, parce que j'ai promis à Emmanuel Lejeune de la libérer à 15h30, et il est 15h30. Mais pour entrer peut-être plus dans le détail des questionnements techniques que peut soulever la transition écologique dans les institutions culturelles, musées ou monuments historiques, on peut se retrouver ici à 16h30 avec donc Marguerite Courtel, Justine Monville et Hélène Vassal. Merci beaucoup à nos intervenants et je souhaite à tous et à toutes un bon festival. Merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Oui.